Il y a 3 semaines, j'ai découvert que quelqu'un d'autre avait les clés de ma vie. Pas métaphoriquement, littéralement. Quelqu'un possédait les codes secrets de mon existence quotidienne et s'amusait à les modifier selon son bon plaisir. Tout a commencé par un détail si banal que j'ai failli ne pas y prêter attention. Je rentrais chez moi vers 22h30, après une journée particulièrement difficile au bureau. L'automne parisien avait ce goût métallique dans l'air, cette sensation de feuilles mortes qui s'écrasent sous les semelles et d'humidité qui s'insinue dans les os. Mon immeuble haussmannien du 15e arrondissement se dressait devant moi comme une façade rassurante, avec ses pierres de taille noircies par la pollution et ses fenêtres aux volets verts que la copropriété n'avait jamais eu les moyens de repeindre. Je me suis approché du digicode habituel, cette petite boîte métallique gravée par les années et les intempéries. Mes doigts ont automatiquement tapé la combinaison que je connaissais par cœur depuis 2 ans que j'habitais là. 4 chiffres simples gravés dans ma mémoire musculaire. 5, 8, 4, 2. Le bip familier a retenti et la porte s'est déverrouillée dans ce cliquetis rassurant que j'entendais chaque soir. Sauf que cette fois, quelque chose clochait. Mes doigts avaient tapé 5, 8, 4, 2. Mais mon cerveau avait enregistré autre chose. Une fraction de seconde d'hésitation, comme si mes mains avaient agi indépendamment de ma volonté. J'ai secoué la tête et je suis entré. Fatigue, sûrement. Les journées au cabinet d'expertise comptable s'enchaînaient et je dormais mal depuis plusieurs semaines. Le lendemain matin, même scénario. En sortant pour aller travailler, j'ai voulu vérifier le code depuis l'intérieur. 5, 8, 4, 2. La porte s'est ouverte normalement. Tout allait bien. Mes nerfs me jouaient des tours. Mais le soir, reblote. Mes doigts ont tapé quelque chose que ma mémoire consciente ne reconnaissait pas. Pourtant, la porte s'est ouverte. Cette fois, j'ai décidé de rester dans le hall et de refaire le test. J'ai ressorti ma carte de résident et j'ai cherché le code noté au dos. 5, 8, 4, 2. J'ai tapé lentement, en observant mes gestes. La porte ne s'est pas ouverte. Mon sang s'est figé dans mes veines. J'ai recommencé. Rien. Le digicode émettait ce bip d'erreur strident qui résonnait dans le hall carrelé comme une alarme. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai essayé une 3e fois. Toujours rien. Puis, guidé par un instinct que je ne m'expliquais pas, j'ai tapé une autre combinaison. Mes doigts semblaient connaître le chemin. 6, 3, 7, 1. La porte s'est ouverte immédiatement. J'ai passé la nuit suivante à réfléchir, allongé dans mon lit, une place, les yeux fixés sur le plafond fissuré de mon studio. Comment était-ce possible? Les digicodes d'immeubles ne changent pas spontanément. Il faut l'intervention d'un technicien, une décision de copropriété, des courriers aux résidents. Or, je n'avais rien reçu. Ma boîte aux lettres ne contenait que les factures habituelles et les prospectus de pizzeria du quartier. Le lendemain, j'ai interrogé Madame Ferrand, ma voisine du 3e. Une femme âgée qui observait tout depuis sa fenêtre et connaissait le moindre mouvement de l'immeuble. Elle m'a regardé avec des yeux ronds quand je lui ai demandé si le code avait changé. « Mais non, mon petit », m'a-t-elle dit de sa voix chevrotante. 5, 8, 4,
2 depuis 3 ans. Pourquoi vous me demandez ça? J'ai bredouillé une excuse et je suis remonté chez moi, plus troublé que jamais. Le soir même, j'ai testé les 2 codes. L'ancien ne fonctionnait plus. Le nouveau, 6, 3, 7, 1, ouvrait la porte sans problème. Madame Ferrand utilisait-elle encore l'ancien code? Impossible, sinon elle ne pourrait plus rentrer. C'est alors que j'ai commencé à noter scrupuleusement tous les détails. Dans un petit carnet noir, acheté à la papeterie du coin, j'ai inscrit les dates, les heures, les codes qui fonctionnaient et ceux qui échouaient. Un tableau obsessionnel qui occupait mes soirées et mes nuits blanches. Au bout d'une semaine, un schéma émergea. Le code changeait tous les 3 jours, toujours à la même heure, 3 heures du matin précises. Et à chaque fois, mes doigts semblaient connaître le nouveau code avant même que mon cerveau conscient ne l'ait assimilé, comme si quelqu'un programmait directement mes gestes. J'ai commencé à surveiller l'immeuble. Posté derrière ma fenêtre du 2e étage, j'observais la rue Jules Guesde avec des jumelles de théâtre héritées de ma grand-mère. À 3 heures du matin, rien. Aucun technicien, aucune camionnette, aucune activité suspecte. Juste le balai nocturne des éboueurs et des derniers noctambules qui rentraient chez eux en titubant. Pourtant, le code continuait à changer. 6, 3, 7, 1 pendant 3 jours, puis 9, 2, 5, 8, puis 1, 4, 9, 6. À chaque fois, mes doigts trouvaient la combinaison sans que je puisse expliquer comment. Cette intuition mécanique commençait à me terrifier plus que le mystère lui-même. J'ai tenté d'interroger d'autres voisins avec plus de subtilité. Monsieur Dubois du premier, un retraité de la SNCF qui bricolait toujours quelque chose dans la cour intérieure. Il m'a confirmé que le code était bien 5, 8, 4, 2 et qu'il n'avait jamais changé. Même réponse de la part de mademoiselle Chen du 4e, étudiante en médecine qui rentrait toujours tard de la bibliothèque universitaire. Tous utilisaient l'ancien code. Tous rentraient chez eux sans problème. Alors que moi, ce même code me renvoyait un bip d'erreur depuis plus de 15 jours. C'est là que j'ai compris que le problème ne concernait que moi. D'une manière ou d'une autre, le digicode me reconnaissait personnellement et appliquait un code différent selon que c'était moi ou quelqu'un d'autre qui l'utilisait. Une technologie qui dépassait tout ce que je connaissais des simples serrures électroniques d'immeubles. Mes nuits sont devenues cauchemardesques. Je me réveillais en sursaut, avec dans les doigts la sensation fantôme des touches de digicode, comme si mes terminaisons nerveuses gardaient la mémoire de combinaisons que je n'avais jamais apprises. Parfois, je me surprenais à tapoter machinalement sur la table de ma cuisine, reproduisant ces séquences de chiffres qui semblaient gravées dans ma chair. J'ai commencé à éviter de rentrer chez moi. Je passais mes soirées dans les cafés du quartier, repoussant le moment où je devrais affronter cette boîte métallique qui semblait lire mes pensées. Le café de la mairie, avec son zinc éraillé et ses habitués qui refaisaient le monde autour de leur verre de rouge, est devenu mon refuge. Mais même là, mes mains tremblaient quand je portais ma tasse de café à mes lèvres. Un soir, vers minuit, j'ai croisé Madame Ferrand dans le hall. Elle descendait ses poubelles, comme tous les mardis. Je l'ai observée discrètement composer le code. 5, 8, 4, 2. La porte s'est ouverte normalement.
Dès qu'elle est remontée, j'ai essayé la même combinaison. Bip d'erreur. Mes doigts ont alors tapé automatiquement 8, 1, 3, 9. La porte s'est déverrouillée. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé dans mon lit, j'entendais tous les bruits de l'immeuble avec une acuité surnaturelle. Les craquements de la tuyauterie, les murmures étouffés de la télévision de Monsieur Dubois, le froissement des pages que tournait Mademoiselle Chen dans son appartement au-dessus. Et à 3 heures précises, un léger déclic électronique en provenance du rez-de-chaussée. Le bruit du digicode qui se reprogrammait. J'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds, mon cœur battant si fort qu'il me semblait résonner dans la cage d'escalier. Arrivé devant la porte d'entrée, j'ai collé mon oreille contre le verre dépoli. Rien, juste le ronronnement de la circulation nocturne sur le boulevard Félix Faure au loin. J'ai observé attentivement le digicode, une petite boîte rectangulaire, identique à des milliers d'autres dans Paris. Marque Hurmet, modèle standard, installé il y a une dizaine d'années, selon les souvenirs de Madame Ferrand. Rien d'extraordinaire. Pourtant, dans la pénombre du hall, éclairé seulement par le néon fatigué de l'éclairage automatique, cet objet familier prenait des allures inquiétantes. J'ai tenté de soulever le capot plastique, verrouillé, évidemment, mais en approchant mon visage, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une très fine pellicule métallique, presque transparente, recouvrait les touches, comme si quelqu'un avait ajouté une membrane conductrice par-dessus le clavier original. Mes mains ont commencé à trembler. Cette découverte confirmait mes soupçons, quelqu'un avait modifié le digicode. Mais cette modification était si subtile, si professionnelle, qu'elle passait complètement inaperçue. Il fallait vraiment chercher pour la voir. Le lendemain, j'ai pris ma journée de congé pour mener ma propre enquête. Direction la mairie du 15e arrondissement, où j'espérais trouver des informations sur les travaux récents dans mon immeuble. L'employé de l'urbanisme, une dame aux cheveux gris, attachée en chignon strict, a consulté ses registres avec l'efficacité blasée de l'administration parisienne. Aucun permis de travaux, aucune déclaration de modification des parties communes pour votre adresse, monsieur. Vous êtes sûr de la date? J'ai élargi mes recherches. Appel téléphonique aux entreprises d'électricité du quartier. Visite chez le serrurier de la rue Cambronne. Questions discrètes aux gardiens de l'immeuble voisin. Partout, la même réponse. Personne n'était intervenu sur notre digicode. Pourtant, la pellicule métallique était bien là. Et les codes continuaient à changer selon cette rotation mystérieuse que mes doigts déchiffraient sans que mon cerveau comprenne comment. C'est en fouillant dans les poubelles de l'immeuble que j'ai trouvé le premier indice concret, une habitude peu ragoûtante que la curiosité avait rendue nécessaire. Derrière les sacs noirs, alignés dans le local à ordures du sous-sol, j'ai découvert un petit boîtier électronique jeté négligemment sous une pile de journaux. Un émetteur miniaturisé, pas plus gros qu'une pile plate, avec une antenne télescopique et une LED rouge éteinte. Aucune marque, aucune inscription, mais la sophistication de l'objet dépassait largement tout ce qu'on trouve dans le commerce, du matériel militaire ou peut-être industriel, quelque chose qui n'avait rien à faire dans les poubelles d'un immeuble bourgeois du 15e. J'ai emporté le boîtier chez moi
et j'ai passé la soirée à l'examiner sous tous les angles. Avec une loupe, j'ai pu distinguer des circuits imprimés d'une complexité rare, des composants miniaturisés que je n'avais jamais vus, même dans les revues spécialisées que feuilletait parfois mon collègue informaticien. Puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. À l'intérieur du boîtier, gravé au laser dans le métal, un numéro de série. Et ce numéro se terminait par 4 chiffres que je connaissais bien, 5, 8, 4, 2, l'ancien code de l'immeuble. Cette découverte a déclenché chez moi une paranoïa que j'avais du mal à contrôler. Si quelqu'un s'amusait à trafiquer le digicode de mon immeuble, c'est qu'il s'intéressait spécifiquement à mes allées et venues, mes habitudes, mes horaires, ma routine quotidienne étaient surveillés et analysés par une personne ou une organisation que je ne connaissais pas. J'ai commencé à varier mes parcours pour rentrer chez moi, tantôt par la rue de Vaugirard, tantôt par l'avenue Félix-Faure, tantôt en passant par le square Saint-Lambert. Je regardais constamment par-dessus mon épaule, scrutant les visages dans le métro, observant les voitures garées devant mon immeuble. Cette vigilance permanente m'épuisait, mais je n'arrivais plus à m'en passer. Les codes continuaient à changer tous les 3 jours, et mes doigts continuaient à les trouver avec cette précision troublante qui défie toute logique, comme si mon système nerveux était connecté directement au mécanisme qui les générait. Un matin, j'ai trouvé dans ma boîte, aux lettres, une enveloppe sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille blanche avec un message tapé à la machine. Vous commencez à comprendre. Continuez à chercher. Nous nous manifesterons quand vous serez prêts. Mes mains ont tremblé si fort que j'ai failli laisser tomber le papier. Donc, j'étais bel et bien observé. Mes recherches, mes interrogations, mes découvertes étaient suivies par quelqu'un qui restait dans l'ombre. Et cette personne semblait satisfaite de mes progrès. La nuit suivante, j'ai installé un système de surveillance rudimentaire devant la porte d'entrée. Mon vieil appareil photo numérique, programmé pour prendre une image toutes les minutes, entre 2h et 4h du matin. Si quelqu'un intervenait physiquement sur le digicode, je le saurais. Le résultat fut décevant et terrifiant à la fois. Aucune trace d'intervention humaine. Juste une série de photos identiques montrant le hall désert sous l'éclairage blafard du néon automatique. Pourtant, le code avait bien changé à 3 heures précises. De 2, 7, 9, 4 à 6, 1, 8, 3. Comment était-ce possible ? La reprogrammation se faisait-elle à distance, par ondes radio, par signal Wi-Fi, par une technologie que je ne connaissais pas? J'ai passé la journée suivante à chercher des informations sur Internet, éplucher des forums techniques, consulter des sites spécialisés dans la sécurité électronique. C'est là que j'ai découvert l'existence des digicodes adaptatifs, une technologie expérimentale développée par certaines entreprises de pointe pour des applications militaires ou gouvernementales. Des serrures électroniques capables de modifier leur code selon des algorithmes complexes en fonction de paramètres biométriques ou comportementaux. En gros, ces systèmes pouvaient reconnaître individuellement chaque utilisateur et lui attribuer un code personnel qui évoluait dans le temps. Une sécurité maximale pour des installations sensibles
mais une technologie encore confidentielle et hors de prix pour le grand public. Sauf que mon immeuble n'avait rien d'une installation militaire. C'était un banal bâtiment résidentiel habité par des gens ordinaires. Alors pourquoi quelqu'un avait-il installé chez nous un système de cette sophistication? J'ai décidé d'en avoir le cœur net. Le week-end suivant, j'ai pris le métro jusqu'aux Halles pour me rendre dans un magasin d'électronique que m'avait recommandé un forum spécialisé. Chez Dumont, électronique, entre les transistors poussiéreux et les circuits imprimés jaunis, j'ai rencontré Michel, un technicien bedonnant qui connaissait tous les secrets de l'électronique moderne. Quand je lui ai montré des photos du boîtier trouvé dans les poubelles, son visage s'est assombri. Il a chaussé ses lunettes à double foyer et a examiné longuement les clichés en secouant la tête. Ça, mon pote, c'est du matériel de surveillance professionnel. Pas le genre de truc qu'on trouve au Leroy Merlin du coin. Regardez-moi ces composants, cette miniaturisation. Du haut de gamme, très haut de gamme. Ça coûte une fortune et c'est pas destiné au grand public. Il m'a expliqué que ce type d'émetteur pouvait servir à pirater les systèmes de sécurité électronique. En se connectant aux fréquences radio utilisées par les digicodes, il était possible de les reprogrammer à distance, d'en modifier les codes, voire de les contrôler entièrement. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça sur le digicode d'un immeuble ordinaire? Ai-je demandé. Michel a haussé les épaules avec la sagesse désabusée du technicien qui a tout vu. Écoutez, dans mon métier, j'ai vu des trucs bizarres. Des gens qui installent des caméras dans les cages d'escalier pour espionner leurs voisins. Des propriétaires qui piègent les digicodes pour traquer les allées et venues de leurs locataires. Ça peut être de la surveillance immobilière, de l'espionnage industriel, ou juste un malade mental qui s'amuse. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans le collimateur de quelqu'un qui a les moyens et les compétences. Cette conversation m'a plongé dans un état de stress permanent. Je dormais mal, je sursautais au moindre bruit. Je vérifiais obsessionnellement que ma porte était bien fermée. Ma productivité au bureau chutait et mes collègues commençaient à me regarder bizarrement. Un soir, alors que je rentrais particulièrement tard, après avoir traîné dans les bistrots du quartier pour retarder le moment de rentrer chez moi, j'ai eu une révélation. En composant machinalement le code du jour sur le digicode, j'ai senti quelque chose de différent. Mes doigts hésitaient, comme s'ils cherchaient une combinaison qui n'existait plus. J'ai essayé plusieurs fois. Bip d'erreur. Le code que je connaissais ne fonctionnait plus. Mais contrairement aux fois précédentes, mes doigts ne trouvaient pas automatiquement le nouveau. J'étais bloqué devant chez moi, incapable d'entrer. C'est alors que j'ai remarqué une silhouette dans la pénombre du hall. Quelqu'un m'observait depuis l'intérieur, immobile derrière la porte en verre dépoli. Une forme humaine floue qui ne bougeait pas, qui semblait attendre. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'entendais mon sang pulser dans mes oreilles. J'ai approché mon visage de la vitre pour tenter de distinguer qui était là. La forme s'est alors avancée vers la porte et j'ai pu apercevoir un visage que je connaissais. Mademoiselle Chen, l'étudiante en médecine du 4e étage. Elle m'a ouvert avec un sourire que j'ai trouvé étrange,
trop large, qui ne correspondait pas à sa personnalité habituelle. D'ordinaire discrète et réservée, elle affichait maintenant une assurance qui me mettait mal à l'aise. « Bonsoir, monsieur Levasseur. Vous avez des difficultés avec le digicode ?» Sa voix avait changé aussi, plus grave, plus posée, avec une pointe d'accent que je ne lui avais jamais entendue. Et elle m'avait appelé par mon nom de famille, alors que nous ne nous étions jamais présentés officiellement. Oui, le code semble avoir encore changé. Elle a hoché la tête, avec ce sourire inquiétant qui ne quittait plus ses lèvres. Les codes changent effectivement, mais seulement pour certaines personnes. Vous commencez à vous en rendre compte, n'est-ce pas? Mes jambes ont commencé à trembler. Cette conversation prenait un tour que je n'aimais pas du tout. Mademoiselle Chen savait quelque chose, et sa transformation soudaine ne présageait rien de bon. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous avez trouvé l'émetteur dans les poubelles. Vous avez mené vos petites enquêtes. Vous avez consulté Michel chez Dumont Électronique hier après-midi. Nous savons tout de vos recherches. Le sang s'est retiré de mon visage. Cette jeune femme, en apparence innocente, connaissait tous mes faits et gestes des dernières semaines. Elle était impliquée dans cette histoire, peut-être même à sa tête. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Son sourire s'est élargi encore, révélant des dents parfaitement alignées qui brillaient dans la pénombre du hall. « Nous sommes ceux qui observent, monsieur Levasseur, ceux qui étudient les comportements, qui analysent les réactions, qui testent les limites de l'adaptation humaine. Vous avez été sélectionné pour participer à une expérience d'une importance capitale. Une expérience, je ne suis volontaire pour rien du tout. Détrompez-vous. Votre profil psychologique, vos habitudes, votre méticulosité naturelle font de vous un sujet d'étude idéal. Nous observons depuis des mois comment vous réagissez aux modifications de votre environnement quotidien et nous sommes très satisfaits des résultats. Elle a sorti de sa poche un petit appareil électronique que je n'avais jamais vu. Un boîtier noir mat avec un écran et plusieurs boutons qui émettait une faible lueur bleutée. Ceci contrôle le digicode de votre immeuble, mais aussi bien d'autres choses. Nous avons la capacité d'influencer votre environnement de manière très subtile. Les codes qui changent ne sont qu'un début. Ma gorge s'est serrée. Si ces gens pouvaient modifier le digicode à distance, que pouvaient-ils faire d'autre? Contrôler l'ascenseur, couper l'électricité, trafiquer ma serrure d'appartement. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est illégal, c'est... Elle m'a coupé d'un geste de la main, toujours avec ce sourire glacial qui transformait son visage de jeune fille en masque inquiétant. Le droit, monsieur Levasseur, est une notion relative. Nous travaillons pour des organisations qui dépassent le cadre légal habituel. Ce que nous faisons ici participe d'une recherche fondamentale sur l'adaptation comportementale. Vos réactions nous intéressent plus que vos protestations. J'ai reculé vers la porte d'entrée, cherchant désespérément une échappatoire. Mais le digicode ne répondait plus à mes codes habituels. Et cette femme qui se faisait passer pour une étudiante contrôlait apparemment tous les accès de l'immeuble. Que voulez-vous exactement?
La phase d'observation passive est terminée. Nous passons maintenant aux tests actifs. Votre comportement va être stimulé par des modifications plus importantes de votre environnement. Nous voulons voir jusqu'où nous pouvons pousser l'adaptation avant que le sujet ne rompe. En disant cela, elle a manipulé son boîtier de contrôle. Immédiatement, les lumières du hall se sont éteintes, nous plongeant dans une obscurité presque complète. Seule la lueur bleutée de son appareil éclairait faiblement son visage. Dans le noir, sa voix résonnait étrangement, comme si elle parlait depuis un puits profond. Première modification, la suppression de l'éclairage automatique dans les parties communes. Vous devrez vous adapter à évoluer dans l'obscurité. Nous observerons comment vous gérez cette contrainte. Les lumières se sont rallumées, mais plus faiblement qu'avant. Un éclairage blafard et intermittent qui donnait au hall des allures de décor de film d'horreur. Deuxième modification, les codes du digicode changeront désormais toutes les heures et vos doigts ne les connaîtront plus automatiquement. Vous devrez apprendre à les mémoriser consciemment. Mon estomac s'est noué. Cette femme était en train de transformer ma vie quotidienne en cauchemar, et elle semblait y prendre un plaisir sadique. Troisième modification, nous allons introduire des éléments perturbateurs dans votre routine. Changement d'horaire, des transports, panne d'ascenseur programmée, modification de l'agencement de votre appartement pendant vos absences. Nous voulons observer votre seuil de tolérance au chaos. J'ai tenté de me précipiter vers elle pour lui arracher son boîtier de contrôle, mais elle a appuyé sur un bouton et une décharge électrique m'a traversé le corps. Pas assez forte pour me tuer, mais suffisante pour me paralyser quelques secondes et me faire tomber à genoux. N'essayez pas de résister, monsieur Levasseur. Nous contrôlons beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez. Le sol sur lequel vous vous trouvez peut devenir électrifié à tout moment. L'air que vous respirez peut être chargé de sédatifs. Nous avons transformé cet immeuble en laboratoire expérimental. En me relevant péniblement, j'ai réalisé l'ampleur de ce qui m'arrivait. Ces gens n'étaient pas de simples voyeurs ou des plaisantins. Ils disposaient d'une technologie avancée et de moyens considérables pour mener leurs expérimentations. Et j'étais devenu leur cobaye involontaire. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Son sourire s'est fait presque maternel, ce qui le rendait encore plus effrayant. Vous n'avez rien fait de mal, rassurez-vous. Vous avez simplement le profil idéal. Homme célibataire, emploi stable mais sans responsabilité particulière, habitudes régulières, caractère observateur mais non conflictuel. Vous êtes un sujet d'étude parfait pour nos recherches sur l'adaptabilité humaine. Elle a consulté son appareil et a hoché la tête avec satisfaction. Les modifications commencent dès maintenant. Bonne chance, monsieur Levasseur. Nous espérons que vous nous donnerez des résultats intéressants. Sans ajouter un mot, elle s'est dirigée vers l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes immédiatement, comme si la cabine l'attendait. Avant de disparaître, elle m'a adressé un dernier regard, et j'ai eu l'impression de voir briller dans ses yeux une intelligence froide qui n'avait rien d'humain. Les portes se sont refermées sur elle, et je me suis retrouvé seul dans le hall faiblement éclairé. J'ai tenté de composer différentes combinaisons sur le digicode
pour sortir de l'immeuble, mais aucune ne fonctionnait. J'étais prisonnier de chez moi. Cette nuit-là, j'ai compris que ma vie normale venait de se terminer. Quelque part dans l'ombre, des gens disposant de moyens technologiques considérables avaient décidé de faire de moi leur rat de laboratoire, et je ne pouvais rien faire pour les en empêcher. Les modifications promises ont commencé dès le lendemain. L'éclairage de l'immeuble fonctionnait de manière chaotique, s'allumant et s'éteignant selon une logique que je ne comprenais pas. Le digicode changeait effectivement de code toutes les heures, et je devais maintenant noter chaque nouvelle combinaison dans mon carnet pour pouvoir entrer et sortir. Pire encore, des changements se produisaient dans mon appartement pendant mes absences. Rien de spectaculaire, mais suffisamment perturbant pour me déstabiliser. Mes affaires changeaient de place. Mes meubles étaient déplacés de quelques centimètres. Mes livres se retrouvaient classés dans un ordre différent. Mes provisions disparaissaient pour être remplacées par des marques que je n'achetais jamais. Au bureau, je n'arrivais plus à me concentrer. Mes collègues remarquaient mon état de stress permanent, mes cernes, mes gestes nerveux. Mon patron m'a convoqué dans son bureau pour me demander si tout allait bien. J'ai été tenté de tout lui raconter, mais comment expliquer une histoire pareille sans passer pour fou? Les codes du digicode continuaient leur rotation infernale. Parfois, ils ne fonctionnaient que pour moi. Parfois, ils ne fonctionnaient pour personne, et tous les résidents se retrouvaient bloqués dehors. Dans ces cas-là, un technicien intervenait rapidement pour rétablir le code officiel. Mais dès le lendemain, le manège recommençait. Mes voisins commençaient à s'énerver. Madame Ferrand s'est plainte auprès du syndic de ces dysfonctionnements à répétition. Monsieur Dubois a proposé de remplacer complètement le système. Mais à chaque fois qu'un technicien extervenait, il déclarait que le digicode fonctionnait parfaitement et qu'il n'y avait aucun problème technique à signaler. J'ai essayé de fuir. J'ai pris quelques jours de congé et je suis parti chez ma sœur en province. Mais même là-bas, les signaux de surveillance semblaient me suivre. Les digicodes des commerces où j'entrais se mettaient à dysfonctionner. Mon téléphone portable recevait des appels muets à intervalles réguliers. Dans le miroir de la salle de bain de ma sœur, j'ai trouvé un petit autocollant métallique que je n'avais jamais vu. Au bout de 3 jours, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Vous ne pouvez pas fuir l'expérience. Rentrez chez vous, où les modifications s'étendront à votre entourage. La menace était claire. Ces gens pouvaient s'en prendre à ma famille si je tentais d'échapper à leur contrôle. J'ai fait mes bagages et je suis rentré à Paris, résigné à subir leur expérience jusqu'au bout. De retour dans mon immeuble, j'ai constaté que les modifications s'étaient intensifiées. Les codes du digicode changeaient maintenant toutes les 30 minutes. L'ascenseur fonctionnait de manière erratique, s'arrêtant parfois entre 2 étages pendant plusieurs minutes. La température de l'eau chaude variait sans cesse, passant du bouillant au glacé sans prévenir. Dans mon appartement, la situation empirait. Mes appareils électroniques s'allumaient et s'éteignaient spontanément. Ma télévision diffusait parfois des images que je ne reconnaissais pas, des séquences filmées dans mon propre appartement, à des moments où j'étais absent. Mon ordinateur affichait des messages que je n'avais pas écrits, comme s'il était contrôlé à distance.
Un soir, j'ai trouvé dans mon frigo un plateau repas que je n'avais pas acheté. Un repas complet, avec entrée, plat, dessert, soigneusement emballé sous plastique. Une étiquette portait mon nom et la date du jour, comme si quelqu'un s'occupait de mes provisions à ma place. J'ai refusé de manger ce repas, préférant jeûner plutôt que de consommer quelque chose préparé par mes geôliers invisibles. Mais le lendemain, mon garde-manger était entièrement vide. Toutes mes réserves avaient disparu. Seuls restaient les plateaux repas marqués à mon nom. La faim a eu raison de ma résistance. J'ai fini par manger leur nourriture, en me demandant quels produits chimiques elle pouvait contenir. Les repas étaient excellents, mieux préparés que tout ce que je savais cuisiner. Mais chaque bouchée me rappelait que je n'avais plus aucun contrôle sur ma propre existence. Les semaines ont passé dans cette routine cauchemardesque. Je me levais chaque matin en ne sachant pas à quelle nouvelle modification je devrais faire face. Parfois, ma douche ne fonctionnait que si je composais un code sur le mitigeur. Parfois, ma porte d'appartement se verrouillait automatiquement et je devais résoudre des énigmes numériques affichées sur un petit écran pour pouvoir sortir. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars où des silhouettes en blouse blanche m'observaient depuis des écrans de contrôle. Je me réveillais en sursaut, avec la sensation d'être épié en permanence. D'ailleurs, j'avais découvert de minuscules caméras cachées dans les moulures du plafond, si petites qu'elles étaient presque invisibles à l'œil nu. Un matin, en me regardant dans le miroir de ma salle de bain, j'ai eu un choc. Mon reflet accusait un vieillissement prématuré. Mes cheveux grisonnaient, des rides nouvelles marquaient mon visage. Mes yeux étaient cernés de noir. Le stress permanent de cette expérience était en train de détruire ma santé. C'est alors que j'ai pris une décision désespérée. Si ces gens voulaient étudier mes réactions, j'allais leur donner du spectacle. Au lieu de subir passivement leurs modifications, j'allais les devancer, les surprendre, perturber leur protocole expérimental. J'ai commencé par modifier moi-même l'agencement de mon appartement avant qu'il n'ait le temps de le faire. Je déplaçais mes meubles plusieurs fois par jour, selon une logique que seul je connaissais. J'ai installé mes propres systèmes de surveillance, des caméras achetées sur Internet que j'ai dissimulées dans des objets de décoration. Pour les codes du digicode, j'ai développé ma propre stratégie. Au lieu d'attendre de connaître le nouveau code, j'essayais toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver la bonne. Une méthode fastidieuse, mais qui me redonnait un semblant de contrôle sur la situation. Mes initiatives semblaient désarçonner mes observateurs. Les modifications de mon environnement se faisaient plus rares, comme s'ils ne savaient plus comment réagir à mon comportement imprévisible. J'avais l'impression de reprendre la main dans cette partie d'échecs malsaine. Mais mon répit a été de courte durée. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé mon appartement entièrement vide. Tous mes meubles, tous mes effets personnels, jusqu'à mes vêtements, avaient disparu. Il ne restait que les murs nus et le carnet noir où je notais mes observations quotidiennes, posées bien en évidence au centre de la pièce principale. Sur la première page, quelqu'un avait écrit au stylo rouge « Phase 2 terminée. Préparation pour phase 3 ». Cette nuit-là,
J'ai dormi à même le sol de mon appartement vide. Le froid du parquet contre ma peau, les bruits amplifiés par l'absence de mobilier, l'écho de mes pas dans les pièces dépouillées. Tout concourait à créer une atmosphère d'isolement total. Au matin, un nouvel équipement était apparu. Un lit de camp militaire, une table pliante, une chaise en plastique. Le strict minimum pour survivre, rien de plus. Mes geôliers voulaient visiblement tester ma capacité à vivre dans le dénuement le plus complet. Les jours suivants, d'autres éléments sont apparus progressivement. Un réchaud à gaz, quelques ustensiles de cuisine, des vêtements de base. Mais tout était spartiate, fonctionnel, dépourvu de la moindre personnalité, comme si on voulait me dépouiller de mon identité pour me réduire à mes fonctions biologiques élémentaires. La phase 3 a révélé toute son ampleur quand j'ai découvert que les modifications ne se limitaient plus à mon appartement. Tout l'immeuble était devenu un terrain d'expérimentation. Les digicodes des boîtes aux lettres changeaient aléatoirement. L'ascenseur s'arrêtait parfois à des demi-étages qui n'existaient pas. Des couloirs supplémentaires apparaissaient la nuit, menant vers des pièces que je ne connaissais pas. Un soir, en sortant de l'ascenseur au 2e étage, j'ai pris le mauvais couloir et je me suis retrouvé dans une section de l'immeuble que je n'avais jamais vue. Des portes identiques s'alignaient sur plusieurs dizaines de mètres, chacune portant un numéro qui ne correspondait à aucune logique architecturale. Tout A, tout J, tout M, tout Z. J'ai tenté d'ouvrir une de ces portes. Elle s'est déverrouillée en émettant le même bip que le digicode de l'entrée. Derrière, j'ai découvert une pièce remplie d'écrans de contrôle et d'ordinateurs. Des dizaines de moniteurs affichaient des images de surveillance prises dans tous les appartements de l'immeuble. Je pouvais voir mes voisins vaquer à leurs occupations quotidiennes, inconscients d'être filmés en permanence. Sur l'un des écrans, je me suis reconnu, moi-même, filmé depuis un angle que je n'arrivais pas à identifier. L'image était en temps réel. J'ai levé la main et mon reflet numérique a reproduit le même geste. C'est alors que j'ai compris l'étendue de l'expérience. Tous les résidents de l'immeuble étaient observés, analysés, manipulés. Nous étions tous des cobayes dans cette gigantesque étude comportementale. Mes voisins si ordinaires, si normaux, vivaient la même réalité déformée que moi sans s'en rendre compte. Sur l'un des ordinateurs, un fichier portait mon nom. Je l'ai ouvert et j'ai découvert des centaines de pages d'observations détaillées sur mon comportement. Chaque geste, chaque réaction, chaque adaptation était minutieusement consignée et analysée. Des graphiques montraient l'évolution de mon niveau de stress, de mes habitudes de sommeil, de ma consommation alimentaire. Un chapitre entier était consacré à mes stratégies d'adaptation. Les analystes semblaient particulièrement intéressés par ma capacité à anticiper leurs modifications et à développer des contre-mesures. Ils qualifiaient mon comportement de « highly adaptive with innovative coping mechanisms ». Mais le plus terrifiant était la conclusion du rapport. Après des mois d'observation et d'expérimentation, leurs recommandations étaient claires: subject suitable for advanced testing. Recommend transfer to facility B for phase 4 implementation. Ils allaient me transférer ailleurs,
dans un laboratoire plus important, plus sophistiqué, où les expériences seraient probablement plus invasives et plus dangereuses. J'étais devenu trop intéressant pour rester dans cette installation de quartier. J'ai imprimé rapidement les pages les plus importantes du dossier et j'ai quitté cette pièce de surveillance en prenant soin de refermer la porte derrière moi. Dans le couloir, je me suis rendu compte que je ne savais plus où j'étais. Les murs avaient changé de couleur. Les numéros des portes étaient différents et je ne reconnaissais plus rien. Après avoir erré pendant plus d'1 heure dans des corridors qui semblaient se multiplier et se reconfigurer en permanence, j'ai finalement retrouvé l'ascenseur principal. Mais quand les portes se sont ouvertes, au lieu de la cabine habituelle, j'ai découvert Mademoiselle Chen, qui m'attendait avec son éternel sourire inquiétant. « Monsieur Levasseur, vous vous êtes égaré? La phase 3 touche à sa fin. Il est temps de passer aux choses sérieuses. » Je lui ai montré les documents que j'avais imprimés. « Je sais ce que vous faites. J'ai vu votre salle de contrôle. Vous ne pouvez plus prétendre qu'il s'agit d'une simple expérience sur le Digicode. » Son sourire s'est élargi, révélant une satisfaction évidente. « Excellente initiative. Nous espérions que vous découvririez cette pièce. Votre curiosité et votre détermination confirment que vous êtes le sujet idéal pour la suite du programme. » Elle a appuyé sur un bouton de son éternel boîtier de contrôle et l'ascenseur s'est mis en mouvement sans que j'aie choisi d'étage. Nous descendions vers les sous-sols, bien au-delà du niveau habituel des caves. Où m'emmenez-vous? Découvrir la vraie nature de notre travail. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était que la partie émergée de l'iceberg. Nous étudions l'adaptabilité humaine dans un contexte beaucoup plus large que vous ne l'imaginez. L'ascenseur s'est arrêté à un niveau que je n'avais jamais soupçonné. Les portes se sont ouvertes sur un couloir high-tech, éclairé par des néons blancs et bordé de portes métalliques. L'ambiance était celle d'un laboratoire médical ou d'un centre de recherche militaire. Mademoiselle Chen m'a guidé à travers ce dédale de couloirs aseptisés. Nous sommes passés devant des salles d'observation où des techniciens en blouse blanche analysaient des données sur de multiples écrans. Derrière des hublots, j'ai aperçu d'autres cobayes humains dans des environnements contrôlés, subissant des tests que je ne pouvais que deviner. Voici notre véritable laboratoire, monsieur Levasseur. L'immeuble où vous vivez n'est qu'une des multiples installations que nous exploitons à travers la France. Nous menons des études comportementales sur des milliers de sujets dans des contextes variés. Elle s'est arrêtée devant une large baie vitrée qui donnait sur une salle d'expérimentation. À l'intérieur, je pouvais voir une reconstitution parfaite d'un appartement parisien type. Un homme d'une 40aine d'années y évoluait, répétant inlassablement les mêmes gestes quotidiens. Se lever, prendre sa douche, préparer son petit déjeuner, consulter son téléphone. Ce sujet vit dans cette reproduction d'appartement depuis 8 mois. Nous modifions régulièrement son environnement pour étudier ses réactions. Température, éclairage, disposition des objets, qualité de la nourriture, cycle de sommeil. Tout est contrôlé et analysé.
L'homme dans la pièce ne semblait pas conscient d'être observé. Il vaquait à ses occupations avec la routine machinale de quelqu'un qui a perdu toute spontanéité. Ses gestes étaient mécaniques, son regard vide. Au bout de combien de temps devient-on comme lui? Cela dépend de la résistance psychologique du sujet. Certains craquent au bout de quelques semaines. D'autres, comme vous, développent des stratégies d'adaptation qui nous intéressent particulièrement. Nous avons continué notre visite à travers les installations, salle après salle. J'ai découvert l'ampleur de cette organisation. Des centaines de cobayes humains, maintenus dans des environnements contrôlés, subissant des expérimentations psychologiques de plus en plus sophistiquées. Je suivais Mademoiselle Chen à travers ce labyrinthe blanc, hypnotisé par les écrans où des vies étaient disséquées comme des insectes épinglés. Dans un couloir, une plaque de métal portait un mot gravé si fin que je dus m'approcher pour le lire. Adaptation. Un mot simple. Une promesse froide. La visite se termina devant une porte sans poignée. Elle posa son boîtier contre un capteur, attendit, puis tourna vers moi ce sourire qui ne finissait jamais. Ceci sera votre unité d'observation. Phase 4. Installation B. Je sentis un vertige. J'ai reculé. Mes doigts ont cherché mécaniquement un clavier qui n'était pas là. Pourtant, je perçus sous ma peau la mémoire des touches. 5 lettres, invisibles, un rythme, une musique muette. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tracé, avec l'ongle sur l'acier, le mot levasseur, comme si je composais un code. Un déclic léger. La porte s'est ouverte. La salle ressemblait à mon appartement, mais lavé de tout ce qui avait fait ma vie. Même surface, même fenêtre, même fissure dans l'enduit. Pourtant rien n'était à sa place. L'air sentait le désinfectant et la poussière neuve. Sur la table pliante m'attendait un carnet noir identique au mien, déjà ouvert. Première ligne, inscrite à l'encre bleue, sujet prêt, réactivité supérieure, protocole intensif, recommandé. J'ai levé les yeux vers la vitre sans teint, que je reconnaissais désormais au reflet terne de mes pupilles. De l'autre côté, des silhouettes se penchaient sur des écrans. Je me suis vu en réduction, animal docile, homme exemplaire. J'ai fermé le carnet et j'ai respiré lentement pour ne pas éclater de terreur. Je me suis rappelé la salle de contrôle, les menus, les schémas, les diagrammes que j'avais parcourus en hâte. Dans l'ascenseur, je n'avais pas été seulement spectateur. Ma main avait glissé sur le boîtier de Chen quand elle me poussait. Une seconde de contact, un frottement. La paume retient des choses, des traces, des intensités, une fréquence, un motif. Mes doigts en vibraient encore. Je me suis approché du mur où devait se trouver, derrière la cloison, la matrice qui alimentait la pièce. Je n'avais ni tournevis, ni plan. J'avais mes mains et ce tremblement familier qui guidait mes gestes depuis des semaines. J'ai tapoté, le plâtre comme un pianiste cherche sa note. À la troisième frappe, le mur sonna creux. J'ai enfoncé les phalanges entre deux joints, j'ai tiré. La plaque a cédé avec un grincement. Derrière, une cavité étroite abritait un module gris, veiné de câbles fins comme des nerfs. Une membrane lisse courait sur sa surface. Je l'ai touché du bout des doigts. Mes mains ont reconnu le langage silencieux. Séquence courte, pause, séquence longue.
Mes gestes se souvenaient, pas moi. J'ai composé une suite qui ne m'appartenait pas, et la membrane a pâli, puis s'est allumée d'une lueur laiteuse. Dans le couloir, l'alarme n'a pas retenti. À la place, il y eut ce souffle d'air que j'avais déjà entendu à 3 heures, ce soupir discret d'un système qui se réécrit. Le plafond de ma salle a clignoté. Sur la vitre, mon reflet s'est dédoublé. Puis lointainement, j'ai vu les silhouettes, derrière reculées d'un même pas, comme si un ordre silencieux venait de tomber. La porte s'est rouverte. Mademoiselle Chen n'était pas seule. 2 techniciens, blouse fermée jusqu'au cou, portaient des pinces stériles et un boîtier jumeau. Son sourire n'avait pas bougé. « Vous ne devez pas forcer les plaques, monsieur Levasseur. Vous risquez d'endommager le protocole. Restez au centre de la pièce. Respirez calmement. » J'ai pensé à Madame Ferrand et à ses volets verts. J'ai pensé à Monsieur Dubois et à son éternel tournevis, à la voix du zinc, au froid du parquet contre ma peau. J'ai compris que toutes ces choses pourraient être effacées d'un seul appui sur un bouton. Alors je n'ai pas reculé. Je leur ai montré ma main. Elle tremblait, oui, mais pas de peur, de mémoire. Vous avez fait une erreur. Vous m'avez appris à lire votre langue. Son regard s'est plissé l'espace d'un battement de cils. Je me suis avancé d'un pas. J'ai posé la paume sur le boîtier jumeau. Sous mes doigts, la même membrane, le même relief, la même signature. Ma main a joué sa musique. Courte, courte, longue. Pause, longue, courte, courte. La lueur bleue a vacillé, puis a viré au blanc. Les écrans derrière la vitre ont grésillé. Les néons du couloir ont hoqueté comme des poissons tirés de l'eau. Les 2 techniciens se sont figés, bouche entrouverte. La voix de Chen a perdu sa chaleur mécanique. « Arrêtez, vous ne savez pas ce que vous faites. » Je savais précisément ce que je faisais, pas dans ma tête, dans mes tendons, dans cette partie de moi que leur machine avait sculptée sans le vouloir. Ils avaient dressé un chien pour reconnaître les coups. Le chien mordait la main. Dans tout le niveau, les portes se sont déverrouillées d'un même souffle. Des silhouettes pâles sont apparues au bout du couloir, yeux écarquillés, bras maigres, tête rase. Un homme au visage creusé a posé sa paume contre le mur, comme moi. Une femme a éclaté d'un rire sec. Un autre a commencé à pleurer sans bruit. Les blouses reculaient maintenant, prisonnières de leur propre couloir. Je me suis tourné vers la vitre. J'ai levé la main bien haut. Sur l'écran, mon double a levé la main aussi. J'ai tracé sur le verre un mot simple, celui qu'ils avaient gravé partout, sans le comprendre. Adaptation. Le verre a tressailli, 1 seconde, puis il s'est noirci de l'intérieur. Les silhouettes ont disparu. Dans le silence qui suivit, on entendit très clairement un bruit de pas lointain, comme une pluie de semelles qui s'éparpille. Le système venait de se couper de lui-même, protocole de sauvegarde ou sabotage involontaire. Peu importait. Une porte au fond du couloir s'est ouverte sur un escalier de service. Mademoiselle Chen m'a regardé pour la première fois, sans sourire. Sa voix est redevenue celle d'une étudiante fatiguée. Vous pouvez encore renoncer. Si vous sortez, vous ne saurez jamais jusqu'où cela va. Je l'ai regardée et j'ai vu au fond de ses yeux la même fatigue que la mienne. Peut-être était-elle, elle aussi, un rouage,
un visage prêté à une voix qui ne lui appartenait pas. Peut-être qu'elle aussi vivait dans une salle aux murs trop blancs. Je lui ai tendu ma main. Elle a hésité, puis ne l'a pas prise. Alors je suis parti. Nous sommes sortis en file lente, nous autres sujets, guidés par l'odeur lointaine de la poussière vraie. L'escalier craquait. Le métal avait ce froid honnête que les laboratoires n'imitent jamais. À chaque palier, un digicode attendait. À chaque palier, mes doigts trouvaient sans réfléchir le motif qu'il fallait, non pas parce qu'on me l'avait inculqué, mais parce que je l'avais appris contre eux, dans la douleur et la tension. Au dernier palier, la porte donnait sur une cour intérieure que je connaissais. Mon immeuble haussmannien respirait sous le ciel gris. Un chat traversa, queue basse. L'odeur de pain chaud venait de la boulangerie du coin. Les éboueurs riaient plus loin. Le monde n'avait pas bougé. Ou bien c'était moi. Je me suis retourné. La porte vibrait déjà, prête à se refermer sur son secret. Je savais qu'au premier clignement de néon, il tenterait de tout remettre en ordre, de boucher les brèches, d'effacer les enregistrements. J'ai sorti mon carnet, le vieux, pas celui à l'encre bleue, et j'ai écrit sur la première page que j'avais laissée blanche depuis trop longtemps. Le digicode de mon immeuble change tout seul. Ce que j'ai trouvé me glace. Mais il y a plus froid encore que leur technologie. Il y a l'idée qu'on accepte. J'ai choisi de ne pas l'accepter. J'ai rangé le carnet dans la poche intérieure de ma veste. J'ai aidé l'homme au visage creusé à franchir le seuil. La porte s'est refermée dans un soupir. Aucun code ne s'affichait plus. Juste la vieille plaque de cuivre, polie par des années de paumes anonymes. En rentrant chez moi, j'ai levé la tête vers la fenêtre de Madame Ferrand. Les volets étaient entr'ouverts. Une silhouette s'est dessinée, minuscule, indépendante. J'ai souri malgré la peur qui vibrait encore dans mes os. Dans le hall, j'ai posé ma main sur le digicode. Les touches étaient lisses et silencieuses. J'ai composé le vieux rythme, celui qui m'avait accompagné comme une berceuse mauvaise. La porte s'est ouverte. Pas parce que la combinaison était la bonne, parce que mes doigts, enfin, obéissaient à nouveau à ma volonté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pas par angoisse, par veille. J'ai écrit, j'ai listé des noms, j'ai dessiné des plans. Ce récit est une clé. Ce récit est une preuve. Si vous le lisez et que votre digicode hésite une seconde de trop, ne vous contentez pas d'entrer. Écoutez le souffle du système. Apprenez sa langue pour mieux la lui reprendre. Au matin, j'ai trouvé sous ma porte une enveloppe blanche. À l'intérieur, une seule phrase, tapée à la machine. Phase close. Observation externe. Nous nous reparlerons. Je l'ai brûlée au-dessus de l'évier. La cendre a dessiné sur l'inox un motif qui ressemblait à un plan de métro. Il y avait tant de lignes, tant de stations. J'ai su que cela ne finirait peut-être jamais. J'ai aussi su que je n'étais plus un rat. Je suis sorti, et Paris avait cette odeur de pluie et de poussière qui rend les façades plus humaines. Au coin de la rue, j'ai acheté un pain au chocolat et un stylo à encre noire. Je n'avais ni boîtier, ni membrane, ni chambre blanche. J'avais mes mains et des mots. Parfois c'est suffisant pour vivre avec la peur, sans lui livrer la porte.